vivant avec le VIH au Cameroun, entre culpabilisation et dramatisation. Et on se réjouit de vous entendre. Gabrielle Laborde, merci. Bonjour. Nous allons quitter maintenant pour un petit moment le monde biomédical pour faire un petit tour dans le monde de l'anthropologie. Avec l'annonce de l'échec thérapeutique aux patients vivant avec le VIH au Cameroun, entre culpabilisation et dramatisation. L'échec thérapeutique en Afrique était un phénomène prévisible avec la généralisation de l'accès aux antirétroviraux depuis le début des années 2000. Cela fait partie de l'histoire naturelle de la prise en charge. L'échec thérapeutique a diverses causes, dont l'une des principales est le défaut d'observance aux ARV. Il représente une menace pour l'individu et pour la collectivité, avec le développement de résistances qui risquent de rendre inefficaces les traitements ARV. L'échec thérapeutique devient un enjeu de santé publique majeur que nous avons qualifié de 4e épidémie à VIH dans un article récent. Le diagnostic précoce de l'échec thérapeutique est limité par un accès restreint à la charge virale en routine. L'accès aux ARV de 2e ligne est désormais généralisé, mais l'accès aux ARV de 3e ligne reste limité dans un grand nombre de pays d'Afrique. L'annonce de l'échec est un élément clé du dispositif de prise en charge. Elle conditionne la compréhension, l'acceptation et l'adhésion au traitement ARV ultérieur. L'épidémie de sida a eu un impact important sur l'évolution de la prise en charge des patients. Elle a conduit à une véritable culture internationale de l'accompagnement, avec une adaptation du système de soins, un modèle pour l'annonce de l'infection à VIH qui vise à dédramatiser, déculpabiliser, rassurer les patients et les préparer à la prise des ARV, avec des dispositifs d'appui à l'observance, une relation empathique avec les patients. Dans cette évolution, le rôle des associations a été prépondérant. Et on a assisté à l'émergence de nouveaux métiers, les conseillers psychosociaux ou médiateurs. Cette prise en charge s'intègre tant bien que mal dans les structures de santé publique qui font face à d'importantes contraintes. La pénurie de médecins, l'afflux de patients qui conduisent à des consultations rapides, mécaniques, des attentes interminables pour les patients, quelquefois des attentes d'une journée entière passée à l'hôpital. Les conseillers psychosociaux sont souvent des bénévoles, peu rémunérés. Et il y a les coûts. Tout est payant en dehors des ARV, les analyses, les consultations, les médicaments hors ARV et naturellement les transports. Au Cameroun, la prévalence du VIH est de 3,8%. En 2016, on estimait que 560 000 personnes vivaient avec le VIH, dont 200 000 étaient traitées par ARV. L'échec thérapeutique est un problème croissant. Comment l'échec est-il annoncé aux patients? Quel dispositif de prise en charge de l'échec? Une étude anthropologique a été menée avec des enquêtes de 2010 à 2012 au Cameroun dans 4 sites des hôpitaux de Yaoundé et de Douala, auprès de 85 patients en échec thérapeutique et 53 professionnels de santé. L'objectif était de décrire et d'analyser le point de vue et l'expérience des patients et des soignants concernant les causes perçues de l'échec, les modalités d'annonce, les modalités de prise en charge et l'impact sur le dispositif de soins. Ici, nous nous intéresserons aux modalités d'annonce. Rappelons un peu le contexte local. Donc au Cameroun, dans les sites d'enquête, c'était des hôpitaux avec des files actives considérables, plusieurs milliers de patients. 50 à 100 consultations par jour pour, au maximum, 3 médecins. 1 ou 2 assistants sociaux par site, des agents relais communautaires dont la présence était variable, et lors de nos observations, la durée moyenne d'une consultation de routine était de 3 à 7 minutes.
Je vais vous raconter un peu une annonce d'un échec thérapeutique auprès d'une jeune femme. Victoria est une jeune femme âgée de 27 ans qui était sous antirétroviraux depuis 7 ans au moment où l'échec a été diagnostiqué. Elle a eu de multiples arrêts de traitement. Elle n'ose pas se rendre à l'hôpital parce qu'elle a peur d'être grondée. Elle s'y résout tout de même parce qu'elle a des maladies à répétition. Le médecin qui l'accueille lui explique « Le médicament ne marche plus, c'est ta faute, tu as grillé ta première ligne. » Les infirmiers lui reprochent « Tu nous fais travailler pour rien. » Et ils lui disent « C'est la dernière chance, après c'est la mort. » L'annonce de l'échec thérapeutique est généralement faite par le médecin. Le terme d'échec thérapeutique est assez peu utilisé. Un peu plus souvent celui de résistance, avec des expressions comme « tu as des résistances, tu es résistant ». Dans la majorité des cas, ce sont plutôt des périphrases. Le médicament ne marche plus, le médicament ne tient plus avec ton corps. Le contenu des messages d'annonce est assez peu explicatif sur les mécanismes de l'échec et sur les contrôles biologiques. Il y a également assez peu d'explications sur le traitement de deuxième ligne. Alors que ce traitement est beaucoup plus contraignant, avec davantage de comprimés, davantage de boîtes, des gélules beaucoup plus grosses à prendre, davantage de prises. Les discours d'annonce sont fortement culpabilisants. Les soignants attribuent aux patients la responsabilité de l'échec par mauvaise observance aux ARV. Ils sont dramatisants, c'est ta dernière chance, après c'est la mort. Ils visent à effrayer les patients pour inciter à une meilleure observance. L'attitude des soignants est ambivalente. Elle oscille entre paternalisme et coercition. L'implication du service social et des conseillers psychosociaux est différente selon les sites. La référence du médecin vers le service social n'est pas systématique. On note une absence de guide, de directive, ce qui donne des discours hétérogènes, extrêmement variables selon les sites et les professionnels. Les discours sont focalisés sur l'injonction à l'observance. Il existe une éducation thérapeutique sur certains sites, mais elle est axée sur le moment du changement de ligne. Passés les 3 premiers mois après le changement de ligne, les patients ne voient quasiment plus les assistants sociaux ni les conseillers. Il n'y a donc pas d'appui à l'observance à long terme, alors qu'on sait que c'est en général à long terme que surviennent les problèmes d'observance. La perception des patients. On note un désarroi des patients, une autostigmatisation renforcée par les discours, qui ravive le traumatisme de l'annonce de l'infection. Les patients sont peu informés sur les mécanismes de l'échec, peu préparés au changement de traitement, avec peu d'appui à l'observance à long terme, et donc un risque important de nouvel échec aux conséquences potentiellement dramatiques dans un contexte d'accès limité aux ARV de 3e ligne. On a, avec l'échec thérapeutique, une remise en cause du modèle de communication avec les personnes vivant avec le VIH qui avait été mise en place avec le début des antirétroviraux. Les valeurs promues et les pratiques affichées qu'on retrouve encore bien au moment de l'annonce de la séropositivité. Ce sont des valeurs de non-jugement, de déculpabilisation. On dit aux patients, tu peux avoir attrapé ça n'importe où, chez le coiffeur, chez le guérisseur avec des scarifications. De dédramatisation, on leur dit, ce n'est pas grave, c'est une maladie comme une autre, le cancer c'est plus grave, l'hépatite C c'est plus grave. Un soutien, une empathie, une proximité avec les patients, et un véritable accompagnement au démarrage du traitement ARV. Avec l'échec thérapeutique, on assiste à une reconfiguration de la relation thérapeutique, à un retour à des logiques médico-centrées et autoritaires, à une moralisation de la relation thérapeutique, une culpabilisation des patients, des attitudes coercitives, finalement assez peu d'accompagnement aux ARV de 2e ligne. L'inobservance est considérée comme une déviance et les patients en échec comme des délinquants. En 2017, l'OMS a publié un rapport
alarmant sur les résistances dans les pays du Sud, qui aboutit à l'élaboration d'un plan d'action ambitieux, mais qui nécessite des moyens et une mobilisation nationale et internationale. Nos observations ont eu lieu au Cameroun, mais par la suite, nous avons pu constater que dans d'autres pays d'Afrique, nous avions des situations absolument comparables. Ces observations mettent en évidence la nécessité d'actions rapprochées au niveau des acteurs de soins, la formation des professionnels de santé, du personnel social et associatif, l'élaboration de guides d'annonce et de prise en charge, le renforcement de structures de santé et un véritable accompagnement des patients à long terme. L'annonce de l'échec thérapeutique doit être prise en compte comme l'a été l'annonce de la maladie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. C'est fou de voir à quel point les mots peuvent faire mal. On ne se rendait peut-être pas compte. On a le temps pour une ou deux remarques ou questions. J'imagine que de nombreuses personnes ont été un peu surprises d'entendre ça. Vous pouvez rester. Christine, s'il vous plaît. Ça fait mal, mais c'est nécessaire. Et ça va donner du grain à moudre aux amis de la démédicalisation, même si tout le monde en prend pour son grade. Et franchement, sans se mettre dans cette approche un peu psychanalytique, on voit bien que le médecin va renvoyer toute son angoisse projetée, parce qu'il ne sait plus quoi faire. À la deuxième ligne, il a déjà grillé la ligne, etc. On voit bien. Alors, vous avez raison. La formation des gens, mais c'est aussi extrêmement important de former les gens dès le début, qu'ils aient les informations, les patients, quand je dis les patients, et si ça ne marche pas, et je pense que le discours un peu, c'est rien du tout, non mais personnellement, c'est pas tout. Voilà ce qui va se passer, le virus va être contrôlé, ce qui peut passer, etc. Et une fois encore, bon, peu importe, soit cet instrument ou pas, mais montrer, rendre le patient acteur, qui aura moins peur de ça, parce que voilà, il va suivre sa charge virale. Et en plus, la résistance, on a vu s'accumuler pendant des années, des mois et des mois de réplication. Alors, l'acteur va pouvoir jurer, ah ouais, mais vous m'aviez pas fait de charge virale, etc. On va renverser la vapeur. Et je pense qu'il n'y a effectivement que le patient au courant de ce qui pourrait se passer, etc., et qui doit être éduqué dès le début, y compris à « et si ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'on ferait ?» et comment ça pourrait ne pas marcher, voilà, pour renverser ça, parce que la profession de santé est une profession qui va descendre et qui est autoritaire, et quand l'empathie facile n'est pas possible, alors c'est la coercition, Oui, il y a encore une question en haut, avec une réponse courte. Merci. Je crois que c'est un cas qui illustre un peu, vous voyez, des consultations qui durent entre 3 et 7 minutes. Je crois que le médecin n'est pas en posture d'éducation thérapeutique. Donc ce qui manque ici, c'est que les médecins sont, même en France, on a entre 3 et 5% des médecins qui sont formés à l'éducation thérapeutique. La majeure partie des cas, ce sont des infirmières, des assistants sociaux qui sont formés ou des psychologues à l'éducation thérapeutique. Donc ici, c'est illustrant. La formation ne va pas qu'aux patients, mais également aux médecins d'être en posture d'éducation thérapeutique en cas d'échec thérapeutique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va nous donner tous à réfléchir. Et on va passer à la prochaine présentation. Donc la prochaine présentation sera faite par Jacques Rennes, qui est médecin professeur au CHU